L'équipe de France U17 est championne d'Europe. Mais combien? Combien de ces gamins verra-t-on plus tard au plus haut niveau? Combien sont déjà au plus haut de leur carrière? Combien sont sortis d'un titre similaire et ont vraiment fait une grande carrière? Combien de rêves brisés à cause des blessures, des mauvais choix, de l'entourage, du niveau, de la vie? Dans la chaleur de Netanya au nord d'Israël, le décorum est parfait. S'il manque la foule en délire, tous les éléments d'une finale européenne sont réunis. La pelouse impeccable, les hymnes, la tension, les maillots officiels nickel, les coupes de cheveux travaillées, les joueurs crevés d'un parcours aussi héroïque qu'éreintant. Mais sur la pelouse, malgré des corps développés, des musculatures quasi adultes, ce sont des enfants. Des gamins qui jouent dans les plus grands clubs, des gamins à qui on promet des parcours pleins de réussite et de succès, des gamins qui remplissent des feuilles d'impôt, des gamins qui s'entraînent comme des pros, mais des gamins quand même. Ils ont entre 15 et 17 ans. Tu faisais quoi toi à 15-17 ans? La télé nous fait oublier à quel point ils sont jeunes. Tout peut arriver encore. Moi à cette époque, je fumais mes premières clopes, je faisais chier mes parents pour un scout, je découvrais l'herbe, je découvrais l'amour, je découvrais l'alcool et les nuits courtes. Le sport c'était fini, la photo croisée, imaginaire ou pas. On était cons, on avait toujours raison, encore plus quand on avait tort, encore plus quand c'était nos parents. Tout était prétexte au loisir, la rigueur nous emmerdait profondément. On ne savait rien finalement, on ne connaissait rien, notre jeunesse n'a rien à voir avec la leur, mais ils sont tout autant des enfants. Des versions embryonnaires de ce qu'ils seront adultes, des brouillons, des hommes en développement, peut-être encore moins matures, parqués dans des centres de performance depuis leur plus jeune âge, qu'entre mecs qui ont la même passion, la même vie, qu'entre mecs qui rêvent de plein de trucs, tout en sachant qu'ils ne pourront pas tous y accéder. Alors gardons-nous bien d'avoir des attentes trop élevées, gardons-nous bien de les juger trop sévèrement. Ces enfants ne vont pas grandir au même rythme, ils ne vont pas tous y parvenir et c'est pas grave. Ils ont gagné une coupe junior, rien de plus. Ils se sont amusés, se sont fait des souvenirs pour la vie. Ceux sur lesquels on s'extasie sont souvent les plus en avance physiquement, ça ne veut rien dire. À l'époque, la star de l'équipe c'était pas Kylian, c'était Jean-Kévin Augustin. Bientôt ils rentreront dans un monde d'adultes ou pas, mais la plupart se frotteront au monde professionnel, bien plus intransigeant, ultra compétitif. En face d'eux, ils auront des adultes habitués à ces joutes, au contact rugueux, à l'enchaînement des matchs. Bientôt, très vite, ils auront des déceptions, des douleurs, des blessures physiques et morales, des abandons même. Certains vont s'accrocher, joueront en D1 roumaine, d'autres arrêteront, d'autres peut-être sur le banc sont les futurs grandes demain. On n'en sait rien, on ne sait jamais trop rien quand on a 17 ans, alors abstenons-nous. Fermons-la, ne commentons pas trop, laissons-les juste profiter de cet instant magique. La réalité arrivera bien assez vite dégueulasser tout ça. Laissons-les, ce ne sont que des gamins. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission. Je sais pas ce que j'ai, je suis guilleret, je me sens jeune, je suis heureux. Peut-être parce que ça fait 48 heures que j'ai pas bu d'alcool et que Manuel Valls ça s'est fait sauter au premier tour des législatives. Il y a certainement un lien. On parlait de gamins, laissez-moi vous présenter les grands enfants qui m'accompagnent ce soir. Avec moi dans ma cave, oui c'est bizarre d'accueillir un enfant dans sa cave, mais celui-là c'est un beau bébé d'1m87 et 90 kg. La dernière fois qu'il a bu du lait c'est parce qu'il y avait de la vodka avec. Depuis cette saison il boit ses larmes. Ça va Val? Écoute, ça va très bien Jules, et très belle intro. Et pour rajouter un petit peu de romantisme à cette belle introduction, sachez que le petit Elias Zidane a été sacré champion dans cette équipe. Et bon alors t'as dit évidemment qu'il fallait pas commenter, qu'il fallait leur laisser le temps, on va leur laisser le temps, mais quand même un petit coup de cœur pour le petit Warren Zaïre-Emery qui est très fort, qui est le petit bonbon du centre de formation du PSG et de cette génération 2005, ce qui fait un petit peu de mal à entendre quand même, hein. 2005, petit coup de vieux là. Et qui finira donc à Leipzig. Il y a des chances, il y a des chances. mais tu vois, c'est ça que je disais aussi, c'est que le capitaine de cette équipe, c'est Mathys Tel, qui est un joueur du Stade Rennais qu'on a vu rentrer en pro, etc. C'est un monstre physique, donc évidemment que là il est hors norme. On verra ce qui se passera quand il ira chez les adultes. Il y a le fils de Olmeta au goal aussi, qui a fait une très belle séance de pédo. Ouais, ça va être dur à porter tous ces noms. À côté de moi, vous l'avez déjà entendu, il trépigne réellement comme un enfant au vu du sujet du jour. Pourtant, on va aller dans une région où les enfants n'ont pas l'habitude de trépigner. Entre le froid et les mecs qui ont un prénom comme nom de famille, c'est pas évident. Il a passé pourtant toutes ses vacances là-bas et en est très heureux. Ça va Flo? Écoute, oui, bah écoute, on va parler d'une association des jeunesses. Je dirais pas la ville, mais du coup, logique qu'on parle des enfants avant. C'est vrai, c'est vrai. Waouh. Et enfin, malheureusement, il est pas là avec nous. C'est un grand enfant qui n'est pas avec nous. Très grand, non pas par son physique. Il a d'ailleurs attaqué Benjamin Button pour plagiat. Parce que à 94 ans, il a quand même le corps d'un ado prépubère. Donc Alex, on t'embrasse. Désolé si tu t'es senti exclu parce que j'ai parlé d'enfant dans l'intro. Il nous fera quand même sa petite chronique à distance en fin d'émission. Donc on pense à lui. Oui, on l'embrasse. Les gars, je vais faire une question PMU. Je pense que c'est peut-être ma meilleure de la saison. C'est peut-être la plus PMU. Oh là là, on est au milieu de ces 4 affreux matchs de Nation League. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'équipe de France en vue du mondial au Qatar? Comment je te déteste. Je déteste cette Allez, hop, on passe sur l'équipe TV 5 minutes.
Oui, alors donc là l'équipe TV, donc faut vraiment qu'on soit dans la culture de l'instant. Attends, fais gaffe parce que si tu fais une Non, connerie, pas tu ça- finis en non, prison mais par contre. hein. Ah oui, c'est vrai. pas sur la culture de l'instant, mais plus sérieusement, en gros. Bah c'est pas l'équipe TV alors. Oui. Enfin, une équipe TV mix 11e art. En gros, c'est une question équipe TV avec une analyse fine. Non, il faut pas s'inquiéter pour l'équipe de France. La T'es réalité tranquille, de. toi, t'as pas- Tu sais ce qu'on dit avec les clubs, Oui. la réalité de février n'est pas la réalité de novembre n'est pas celle de février. Bah voilà, la réalité de juin, pour une fois, n'est pas celle du mois de novembre, ce qui est un peu con à Normalement, dire c'est l'inverse. pour une compétition internationale. Mais il y aura évidemment plein de facteurs qui seront différents. Mais même qu'on n'ait pas une défense fixée, que Varane soit balbutiant, qu'on n'ait pas un système fixé, ça vous inquiète pas plus que ça, parce qu'il nous reste quoi, 4-5 matchs max Moi, de prépa Je suis assez d'accord avec Val, je suis pas d'accord sur les matchs que je vois en ce moment parce qu'effectivement on est sur des matchs de fin de saison, il reste 6 mois avant la Coupe du Monde. D'ailleurs, Ils on les sont voit cramés, pas. ouais. les mecs sont cramés. Là où j'ai plus d'interrogations par contre, c'est sur en gros cette espèce de transition entre la nouvelle génération et la génération 2018, enfin champion du monde en 2018. Et à certains postes, je me dis que si on continue avec les mecs de 2018 parce qu'ils ont un statut, ça peut être compliqué si on fait pas la place Ouais, à des on mecs sait qui qui. sont en fait plus faire. Griezmann, Bah, Varane. C'est le À la plus limite, dur. Maignan Lloris pour moi est pas trop un sujet Ouais, parce que Lloris non. est encore performant. Et on sait que Maignan prendra Mais il la y a relève plutôt après le mondial. Varane, Griezmann. Et après, eux, j'ai vraiment un doute sur leur capacité en plus à revenir au haut niveau d'ici la Coupe du Monde. Ouais, la question de Paul Pogba va se poser aussi. Et après, Pogba Kanté, il y a une vraie question. Après, je pense qu'ils ont encore quelque chose à te donner. Surtout sur un format Coupe du Monde, équipe de Pogba, France. on sait qu'en 3 mois il peut se sublimer et revenir Oui, au top. oui, of Pour the Deschamps league. en équipe de France. Varane, il- tu vois, moi je suis plus inquiet pour Ouais, Varane. moi, je suis très inquiet. Griezmann, on verra. Ouais, on verra. Ça va être. Et puis il y a ces tâtonnements tactiques qui sont à la fois intéressants et en même temps. Enfin, on n'avait pas vécu ça avant, quoi. On n'avait pas vécu ces espèces de tâtonnements de on joue à 5, on joue à 3. Enfin, on joue à 4 plutôt. On Ouais. verra. On en saura un peu plus. Bon, avec après, les l'équipe matchs est de prépa, monstrueuse. hein. Enfin, Non, oui, sur le papier, on a de la réserve. Ah, on a puis que le des- réservoir est monstrueux. que des problèmes de riches. Bon bah merci, j'espère qu'on vous a apporté strictement aucune réponse. Merci les gars, direction maintenant la terre du Chablis, du maillot PlayStation 2 et du bonnet bien vissé sur le crâne. Impossible pour la team 11e art de ne pas faire une émission sur le sujet. Si nous sommes de fins analystes, dénués de toute émotion, l'œil froid, nous sommes avant tout des romantiques. Et voir la GIA remonter en Ligue 1, club français historique, club de notre enfance aussi, avec des blazes légendaires qu'on égrènera au fil de cette émission, avec le coach Furlan à sa tête, coach emblématique, on ne pouvait pas résister à l'envie de se faire une belle émission, beaucoup de projecteurs sur cette institution et cette équipe, et on n'a surtout pas eu le choix. Parce que Flo nous menaçait, voilà. Exactement. Flo, même si tu m'as dit qu'il n'y avait que des cathédrales à Auxerre, Ouais, c'est une ville connue pour ses cathédrales. je vais quand même te demander, on va tenter quand même de remettre l'église au milieu du village. Ouais. Oh oui. Oui, voilà. Oh, Ou excellent. la cathédrale au milieu du bourg. Et on va essayer de se remettre dans le contexte pour les plus jeunes et d'expliquer un peu ce que c'est la JOCR historiquement en France. Le deuxième meilleur club historique après le PSG. Non, sérieusement, c'est un club qui a marqué l'histoire du foot français à partir des années 70-80. En gros, à partir du moment où Giroud a pris les rênes de cette équipe, ils ont fait des montées des plus bas niveaux régionaux à la première division. Et dans les années 90, il y a eu les premiers titres majeurs avec ce doublé en 96. Coupe championnat. Et surtout, au-delà de ce seul titre, c'est un club qui a régulièrement joué les Coupes d'Europe avec Giroud, qui s'est aussi spécialisé dans la formation de joueurs. Ça a été pendant quasiment 20 ans le meilleur centre de formation français avec probablement le FC Nantes et ensuite l'Olympique Lyonnais, mais beaucoup plus récemment pour le coup. Et c'est un club qui a toujours marqué le foot français parce que c'était une de ces dernières petites places, un petit peu comme on a eu Guingamp, comme on a eu Sedan, comme on a eu Guignon à une certaine époque, où des petites villes qui sont des petites villes dans des petits départements, dans des départements assez ruraux, et qui au final arrivent à tisser un lien au travers du football et arrivent à, en fait, je pense que tous ici, les gens qui nous écoutent, si vous savez placer Auxerre sur une carte, ou en tout cas si vous avez entendu parler de la ville, c'est par Giroud et par le club de foot. Ouais. Bah, d'ailleurs, Flo, c'est intéressant ce que tu dis, mais on peut peut-être faire une petite contextualisation géographique de ce qu'est la ville d'Auxerre. C'est une ville je connais un petit peu, grâce à toi. Enfin, le sujet de cette émission a été choisi parce que tu as une implantation dans cette. Exactement. J'y suis allé une fois, je retournerai plus jamais. Non, mais voilà, Auxerre, c'est cette petite ville, c'est une ville d'à peine 35 000 habitants, donc c'est vraiment une petite ville, alors qui s'est développée dans les dernières années, notamment grâce à. Ça sera la plus petite ville de Ligue 1, enfin la plus petite ville à avoir un club de Ligue 1, et même en Ligue 2 ils étaient dans le dernier tiers, Voilà, c'est ça. voire dans les Et c'est une petite ville donc, qui est située en Bourgogne, dans le phare est parisien, si on peut dire ça comme ça. Et une petite particularité qui aura son rôle dans cette émission, c'est que c'est une région qui est très importante du point de vue du vin. Il y a énormément de production de vin, on a parlé de Chablis, etc. Et on verra notamment à travers le président actuel que c'est quelque chose qui a pas mal joué dans le processus de rachat. Et, bien sûr,
suffira d'une interview de Giroud aujourd'hui. Ouais, pour, Ce nez est-il encore un nez? Chablis est passé par là. En revanche, on peut peut-être dire un petit mot aussi sur Giroud, qui a vraiment, c'est lui qui a vraiment fait ce club, c'est le personnage emblématique de ce club. Même ceux qui l'ont jamais vu sur le banc le connaissent. Déjà, c'est un gars qui vient pas exactement de la région, mais qui est quand même complètement identifié à la région aujourd'hui. Je pense que pas beaucoup de gens savent qu'il vient d'Alsace. Et effectivement, il a été joueur, il a été entraîneur-joueur, je il a savais été même pas qu'il venait d'Alsace. entraîneur, ouais. Et de vin blanc, il faisait la route des vins. C'est ça. C'est C'est la deuxième étape. J'avais reparti. Très très bien, c'est bien meilleur d'ailleurs. Et Oui, oui, au marché de Chablis le dimanche. en fait, c'est une histoire de 2-3 hommes qui ont vraiment structuré un club. La seule comparaison qui me vient à l'esprit, alors je sais pas du tout si les gens la verront, c'est avec le club de Nanterre en basket, où des 3 mecs prennent un club qui est dans pas en Aveyron. Hein. Non, exactement, c'est plutôt dans les Hauts-de-Seine. Et prennent un club, il y a un entrepreneur local qui fait une réussite entrepreneuriale assez extraordinaire, c'est Gérard Bourgoin, qui fait sa réussite notamment avec les Poulets Ducs de Bourgogne, d'où l'autre mythique sponsor, qui est un mec qui a eu 1000 vies, qui a été très pote avec Castro notamment. Et lui, Jean-Claude Hamel, qui était l'autre président et propriétaire, et Giroud vont structurer le club, et Giroud va lui le structurer en fait sportivement quasiment tout seul, et il va faire de ce petit club régional un club qui va jouer la première division. Il a sorti ce club de terre. Hein. Il a sorti ce club de terre, mais c'est vraiment le cas de le dire. Quand on parlait tout à l'heure de la formation, et Giroud, c'est lui qui théorise à l'époque où les centres de formation sont encore quelque chose d'assez facultatif. Ouais, d'assez facultatif et d'abstrait. Lui, il commence à mettre ça en place, et en fait, il y a énormément de joueurs dans différentes générations qui vont avoir Giroud comme père substitutif. On voit aujourd'hui le lien encore quand on les voit ensemble en plateau avec Djibril Cissé. Il y a eu Jean-Marc Ferreri avant qui était pareil, qui a été hébergé comme Djibril Cissé par Giroud, et Giroud a toujours eu cet impact-là sur ses joueurs. Il y avait une relation avec ses joueurs qui était exceptionnelle. Qui était vraiment de pair, c'est-à-dire les mecs qui payaient les videurs de boîte, les mecs au péage pour surveiller les mecs au péage étaient payés, et du coup les joueurs, quand ils voulaient aller faire sur la fête à Paris, parce que les boîtes à Auxerre il y en a pas beaucoup et c'est pas les meilleures, ils étaient obligés de prendre les routes nationales pour choper d'autres. Et non, ouais, c'est assez fou. Et donc du coup, effectivement, par exemple, il faisait en sorte que les maisons dans lesquelles ces joueurs habitaient soient à côté de potes à lui, qui du coup la nuit, il allait voir les compteurs des voitures le lendemain matin, entre la nuit et le lendemain matin, pour savoir si les mecs étaient sortis en boîte, s'ils avaient fait des kilomètres. Il avait effectivement ces mecs positionnés au péage pour savoir si les mecs allaient sur Paris. Enfin, c'était un mec qui contrôlait tout. Moi, quand j'étais petit, Giroud, c'était un des premiers que j'ai entendu dire que quand il recrutait des joueurs, il réclamait de bouffer avec le joueur et sa femme, parce qu'il dit que ça dépendait toujours de la femme du joueur. Exactement. De comment le mec allait se comporter. Mais depuis tu suis toutes les femmes de joueurs sur Instagram. Il leur propose de bouffer la formation Giroud. C'est ça, savoir qui on recrute. Elles veulent pas encore dîner avec moi, mais bon, je prends des infos. Autre joueur aussi emblématique qu'on a oublié, qui a un lien filial dans une autre génération, c'est Basile Boli, avec Giroud. Et donc du coup on en est là, nous c'est le club vraiment de notre enfance, on l'a connu au top niveau en Ligue 1 et même en Europe, avec des blases formidables de cette génération là. Flo, je te laisse te faire plaisir. Il y a des Benjani, des Thomas Kallenberg. Voilà, attends, parce que là tu sais à qui tu poses la question. Tu poses quand même la question à un mec. Tu laisses un petit défouloir de minutes. Tu poses quand même la question à un mec qui, dans sa chambre de maison de vacances, a un poster d'Olivier Capot. Exactement. C'est classe. Moi j'ai rêvé avec Olivier Capot, Bonaventure Calou. Et qui dans ma chambre d'enfant. Kanga à Calais, Stéphane Grichting en défense, René Bolf, Jean-Pascal Mignot. Jean-Pascal Mignot. Il m'angoissait. Fabien Cole. Jean-Pascal Mignot, toi, c'est un mec qui m'a fait croire longtemps que je pourrais devenir pro, cet enculé. Un joueur. Quand je voyais Jean-Pascal Mignot, je me disais pourquoi pas moi. Un autre joueur qui a été ultra emblématique de ces années auxerroises là, des années 2000, c'est Yann Lachefer aussi, qui était un joueur très sous-coté, une sorte de 18 assez élégant à voir jouer. Et en fait, il y a eu plusieurs générations. Et par contre, il y a eu plusieurs générations. Là, on parle de génération plutôt milieu des années 2000. Il y a eu cette génération qui a gagné la Gambardella et qui ensuite a joué dans les plus grands clubs d'Europe, qui est la génération de la fin des années 90, tout début des années 2000. Donc c'est la génération de Djibril Cissé qui finit quand même 2 fois meilleur buteur avec la JSR, Mexès, Boumsong. 2 fois meilleur buteur à 22 et 26 buts. C'est des grosses saisons, c'est pas les saisons de Paoletta. Et puis avec une impression laissée sur le terrain qui fait que s'il se pète pas plusieurs fois, il part quand même à Liverpool à l'époque, c'est assez monstrueux. Ce prince de Benjani aussi. Et avant ça, il y avait eu la génération championne à 96 avec Diomède, avec Diomède, avec Lamouchi, avec Guy Varche en attaque. Laurent Blanc qui vient se relancer à Auxerre 2 ans avant la Coupe du Monde. Donc une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit tout ça, derrière on a 10 ans de galère en Ligue 2. Comment on peut les expliquer? Est-ce que toi tu arrives à avoir un peu de recul là-dessus? Parce que à la limite qu'ils descendent, mais derrière ils ont quand même galéré 10 ans. Est-ce que c'est lié aux équipes dirigeantes? Est-ce que c'est lié aux infrastructures? Moi j'ai une première suggestion éventuellement. On en parlait. Alors déjà ils étaient nuls, mais il faut peut-être trouver une raison à cela, parce qu'on en parlait juste avant l'émission.
une liste d'entraîneurs qui voilà se fait un petit peu froid dans le dos quand on la regarde en détail. C'est pas les plus grands tacticiens qui sont passés par Auxerre à ce moment-là. Les années Ligue 2 sont assez sombres, mais en fait pour moi la genèse de tout ça elle vient même avant. Bon, déjà on sait que le foot dans les années 2000 change encore économiquement, et mine de rien une ville avec 30-35 000 habitants en Ligue 1 c'est quand même difficile à tenir d'un point de vue économique. Par la difficulté de trouver des sponsors, de trouver des investisseurs. Et il y a un moment où Giroud, en plus a des alertes de santé, il finit par vraiment partir à la retraite au milieu des années 2000, vers 2005 ou 2006 je crois. 2005, ouais. Il y a une suite où on poursuit à peu près dans la même lignée sportive avec des qualifications en Coupe d'Europe. Il y a notamment Jean Fernandez qui qualifie le club avec Yellen en attaque, cette formidable équipe qui tenait à peu près que sur Yellen et Ndinga, et qui va décrocher avec des champions en 2010-2011. Et la saison suivante, décrocher la Ligue des Champions, la qualification en Ligue des Champions. Ouais, mais avec la Ligue des Champions, ils l'ont. Non, mais avec un barrage très sérieux, ils finissent 3ème, ils tapent le Zénith en barrage. Ouais, et puis après une poule monstrueuse avec Ajax, Milan, Real. Et avec une victoire du côté d'Amsterdam notamment. Et en fait, cette genèse, elle prend mine de rien dans l'arrêt de Giroud. Jean Fernandez qui va finalement partir, qui était quand même si c'était pas l'entraîneur le plus sexy. C'est un entraîneur qui connaît la Ligue 1 à ce moment-là. Il y a Laurent Fournier qui est nommé pour la saison 2011-2012, et là on est un an après cette qualification en Ligue des Champions, il n'y a plus rien à jouer en Europe. Auxerre s'aligne sur des salaires pour garder des joueurs qui ont joué en Ligue des Champions l'année d'avant, et au final l'équipe est quand même assez triste avec pas mal de joueurs qui n'ont pas forcément le niveau. Mais alors justement en fait parce que et ça descend. On n'a pas encore, enfin on a parlé de cette liste d'entraîneurs. Là tu parles des joueurs sur lesquels ils sont alignés sur des salaires, de joueurs de Ligue des Champions, etc. Il y a des mecs derrière qui décident tout ça, donc ils sont un petit peu responsables, j'imagine, de ces 10 ans de désert complet. C'est une époque où il y a une guerre avec le départ de Giroud, créé au final après 2-3 ans une sorte de nouvelle direction qui arrive. Et au milieu de la saison 2011-2012, on sent que c'est une saison où Auxerre va vraiment, ce qui n'a pas été le cas depuis très longtemps, batailler pour garder sa place en Ligue 1. Donc il y a eu changement de direction, et au final les anciens reviennent. Ils font une sorte mais vraiment de putsch avec un conseil de surveillance un peu impromptu. Donc Giroud fait partie. Dont Fabien Coll, l'ancien gardien, mais surtout Gérard Beaucoin et Jean-Claude Hamel. Pardon. Voilà, qui sont les propriétaires et présidents historiques du club, et qui vont remettre la main sur le club. Et au final, cette guerre politique à l'intérieur du club, elle empire la situation. Ça devient très compliqué aussi dans les tribunes. Et au final, ça n'empêche pas du tout sportivement la chute du club. Il y a Laurent Fournier qui est viré en milieu de saison, remplacé par Jean-Guy Wellem. Ça change rien et le club descend. Faut juste quand même se rendre compte quand on parle d'Auxerre qu'à ce moment-là, Auxerre descend pour la première fois depuis 32 ans de la première division. C'était à ce moment-là le club qui avait le plus de longévité en Ligue 1. Ouais, et surtout il y a un truc qu'on n'a pas dit, il faut se rendre compte de ce qu'est Auxerre dans le paysage français. Alors je reviens un petit peu du coup sur la partie introductive sur l'histoire de ce club, mais c'est quand même un club, je suis pas sûr que tu l'aies détaillé exactement Flo, mais qui a quand même 4 Coupes de France, dont les 4 entre 94 et 2005 à l'époque, donc ce qui est quand même une c'était la spécialité de la maison, plus le titre de champion en 96 avec le doublé Coupe Championnat, et plusieurs participations avec des champions dont un quart de finale. Ouais. Et surtout il y a un truc qu'il faut qu'on se rende compte, c'est Giroud plutôt est resté 45 ans au club. Imaginez, on a vu ce qui s'est passé à Manchester United au départ de Ferguson. Alors c'est pas les mêmes budgets, on n'est pas dans les mêmes proportions. Mais c'est un grand club qui a imposé sa patte et qui se barre, c'est le bordel derrière. Et encore, Arsenal et Manchester United sont des clubs avec des budgets absolument pharaoniques, bien ancrés dans la première ligue. Auxerre, on l'a dit, c'est une ville de 35 000 habitants avec des difficultés pour trouver des sponsors. Donc évidemment, quand il y a un patriarche comme ça qui a gouverné le club, enfin qui l'a construit de A à Z et qui lui a permis de grandir, qui s'en va, forcément le club subit les Avengers au final qu'on succède à Giroud ou pas? Ah non, mais alors en Ligue 1 on parlait évidemment de Flo avait commencé. Moi je me souviens avoir une photo de moi petit avec Jacques Santini. Ah, tu tutoies les plus grands toi. Ah ouais, je reste toujours impressionné par ses yeux, mais bref. Jean Fernandez ensuite qui prend la suite, puis on a Laurent Fournier et Jean-Guy Wallem, j'oublie peut-être un entraîneur au milieu de tout ça. Ouais, et là, c'est possible. Et tout ça c'est en Ligue 1. Où ça galère. Et après 2011-2012, il y a cette descente en Ligue 2, et alors là on a une succession de coachs. Val, je te laisse égrener la liste. On va faire ça à deux parce que c'est quand même, il y en a trop pour que je les cite tous d'un coup. Mais il y a Bernard Casoni, l'immense. Pablo Correa, notre ami qui aura donc fait toute sa vie en Ligue 2. Notre ami Francis Gillot aussi. Oui, Gillot. C'était pour ramener des sponsors, je crois qu'il voulait ramener Xanax sur le C'est vrai que quand tu fais un enchaînement Gillot-Correa, c'est que t'aimes pas le jeu. Casoni c'est pas non plus délirant, on n'est pas sur la fête du slip non plus. Par contre ça nous a permis aussi de redécouvrir que Viorel Moldovan était vivant, parce qu'il est venu aussi entraîner sur le bord de et après, il y a eu sur le banc de la JOCR, et de voir qu'il a pris à peu près 40 kilos entre la fin de sa carrière et le moment où il a été coach.
Ça va, Olivier Monterrubio? Ouais, il y a un délire. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont nés après 2005 et qui captent pas du tout ce qu'on est en train de dire. Ouais, tout à ils l'heure. captent pas ce que c'est Auxerre, quoi. Ils Tant comprennent pis pas. pour vous, cons de jeunes. Ouais, c'est vraiment. Là, ils doivent nous prendre pour des Après- boomers. après- Auxerre, c'est le club de Après boomers. ton intro, c'est bien. C'est bien. Et au-delà donc là on a fait une sorte de liste des coachs qui sont succédés, mais il y a aussi, donc on parlait de cette nouvelle direction avec finalement les anciens qui reviennent, qui prennent le pouvoir et qui restent là malgré la descente. Et au final en 2013 le club, les anciens comprennent plus trop ce qu'est le foot actuel. Le club économiquement est à la rue, il y a la DNCG qui suspend notamment le club, et il y a Guy Cotteret qui va reprendre le club avec l'aide du fonds d'investissement luxembourgeois PLP, qui va recapitaliser le club. Sinon Auxerre, comme pour beaucoup d'équipes, notamment à ce moment-là, serait redescendu dans le monde amateur, mais bien plus loin dans le monde amateur. Beaucoup Bordeaux. Et donc du coup, Ouais. on va avancer un peu dans le temps, histoire de pas durer trop longtemps sur ces belles En années. fait, on va continuer la liste et arriver en 2019, je pense. Oui, si vous Mais il y a un voulez, si vous voulez, on peut faire comme ça aussi. Si Tu voulais aller vers Jean-Marc Furlan, c'est ça? Oui, Je- par exemple. Mais, Bah. mais si tu veux, Il y a un- je peux poser le micro et tu fais l'émission. Bon, a priori, c'est plutôt à Flo de dire ça. Surtout qu'il y a un homme dont il faudrait parler avant de parler des coachs, et je crois qu'il est chinois. Oui, ça il faut qu'on l'aborde. Ouais, parce qu'il y a un gros changement du côté de la JOCR. En disant en 2013, il y a une recapitalisation avec un fonds d'investissement luxembourgeois. Vous imaginez bien que PLP, ce fonds d'investissement, il est pas là pour durer, il est plutôt là pour remettre un peu d'argent au club, pas très cher, et le revendre par la suite. Et c'est ce qui va être fait à la fin de l'année 2016, après pas mal de nombreux mois de discussion. James Zhu, qui est un homme d'affaires chinois, reprend le club. C'est un quasi-milliardaire qui travaille dans le packaging, dans ORG Packaging. Ouais, c'est lui qui fait notamment sa boîte qui fait notamment toutes les canettes de Coca et de Red Bull en Chine, ce qui représente un petit marché quoi. Exactement. Et Il Val, fait bien milliardaire assez rapidement. ouais. Et t'en parlais, Val, à titre très intéressant. Il y a plusieurs choix qui motivent cette arrivée. C'est au moment où, alors effectivement, tu le disais, il y a ce côté, il travaille dans le packaging, notamment de boissons. Quand on sait qu'Auxerre, on est dans la Bourgogne, une des plus grosses villes de Bourgogne, pas loin de Chablis. Mais au-delà de ça, le Bourgogne, il y a le côté vin, donc on se dit qu'il a peut-être des vues sur ce secteur d'activité, Oui. ce qui est pas idiot. Petit Chablis en canette. Peut-être dans une ouais, peut-être. Le Chablis Cola. Ouais. Il y a quelque chose à faire. Il y a un truc à faire. Il y a aussi un autre phénomène qui est assez important, c'est que malgré la descente, c'est un club qui est pas cher. On se dit qu'on peut remonter facilement. Et surtout, c'est le moment où l'État chinois pousse ces hommes d'affaires à investir dans le foot européen, et notamment en vue d'un jour préparer la Coupe du Monde de football et d'avoir une équipe compétitive et donc de former ces joueurs. Et on sait historiquement depuis 30 ans le travail de la JOCR dans la formation. Et au final, il y a beaucoup de formateurs de la JOCR qui vont partir régulièrement en Chine, certains même qui vont se baser en Chine et travailler à la formation en Chine. Il y a des gros partenariats qui sont faits. Expliquer aussi aux gens que dans ces années-là, en fait, le gouvernement chinois a envoyé plein d'investisseurs chinois dans Un les peu clubs, partout. etc. Et qu'ils ont complètement changé de stratégie politique et qu'ils ont rapatrié tous les capitaux à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y en Oui, a ça a beaucoup changé. moins. Ils ont Ça a changé après que cette James Zhu, stratégie il y a pas longtemps. Ouais, ouais. James Zhu, Oui, ça a c'est changé il y a pas le moment longtemps. où effectivement ils sont poussés Oui, à c'est y ce que aller. je dis, ça a changé récemment, mais Ouais, c'est pour ça qu'on en récemment. voit moins aujourd'hui qu'à l'époque où on envoyait dans tous les Mais- clubs. Mais pour compléter juste ce que disait Flo, il y a carrément une académie qui est créée en partenariat avec la Exactement. JOCR et tous ses formateurs. Exactement. Et avec des formateurs qui sont à la envoyés ma- là-bas, mais pas juste. Vraiment pour rester là-bas et faire leur travail au final, plus pour la JOCR, mais pour des académies de foot en Chine en partenariat. À la avec manière avec le de ce que font les Galaxies aujourd'hui, enfin les Galaxies du foot, Manchester City et Leipzig, un peu partout dans le monde. Un petit peu. Et au final, quand on parlait de la formation, c'est vrai qu'on a un peu oublié Auxerre parce qu'il y a quand même eu 10 saisons en Ligue 2, enfin 10 années en Ligue 2. Auxerre a continué à sortir des jeunes sur cette période-là. Je vais vous faire une petite liste assez rapide des joueurs assez marquants. Il y a eu Swilo Meite qu'on a vu notamment du côté de Monaco. Il y a eu très rapidement, il y a eu Willy Bolly et Paul Georgentep. On a eu plus récemment Jean-Charles Castelletto qui joue maintenant du côté de Nantes et qui fait une très belle saison. Il y a Aguilar, Ruben Aguilar qui a pas été formé mais qui a son premier contrat pro avec la JOCR, qui est international français. Delvin Ndika qui a joué pas mal en Ligue 2 et qui est maintenant du côté de Francfort et qui est un défenseur plutôt très solide en Allemagne. Là il y a eu Marcelin qui a quasiment pas joué avec la JOCR mais qui a été vendu 10 millions à Monaco à 17 ans je crois. Et puis il y a surtout eu Sébastien Haller qui a fait quelques très belles piges en Ligue 2 du côté d'Auxerre et qui maintenant cartonne du côté de l'Ajax. Donc c'est juste pour montrer que à Auxerre, il y a toujours eu ce côté formateur et que même la descente en Ligue 2, on a gardé cette académie très importante. Et à côté de ça, il y a eu des joueurs pour les encadrer qui ont été plutôt intéressants, des joueurs d'expérience. On a amené Puy-Grenier, on a amené Takalfred, alors c'était sur la fin, on a amené Julien Ferret, Gaëtan Courtet. Donc il y a des joueurs qui sont venus aussi apporter cette expérience. Michael Le Bihan. Non, qui ça? Attention, parce que la Bourgogne est bleue et blanche, elle n'est pas rouge. Est-ce qu'on peut maintenant
parler du renouveau avec El Grande Jean-Marc. Ouais. Parce que c'est quand même lui qui est un petit peu aussi à la base de ça. Alors certainement pas le seul responsable. Il y a aussi, on va en reparler un petit peu après, des joueurs qui ont accompagné cette équipe. Mais est-ce qu'on peut revenir quand même sur vite fait qui est le coach Furlan, parce que c'est quand même un coach emblématique des championnats français, et ce qu'il a apporté à cette équipe, ce qu'elle n'avait pas avant. Jean-Marc Furlan, c'est, je pense, l'un des meilleurs éducateurs qu'on ait eu dans l'histoire du football français, même si on respecte évidemment très très fort Reynald Denouex. Mais c'est quelqu'un qui mériterait aujourd'hui, si le football français veut progresser, d'avoir un poste par exemple de DTN. C'est quelqu'un qui connaît le football en long, en large et en travers. Alors paradoxalement, c'est vraiment un parcours un petit peu atypique, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment réussi à performer en Ligue 1. Il n'a jamais été dans un grand club. Il a beaucoup bougé. Il est resté pendant très longtemps à Troyes. Il faut savoir que c'est l'entraîneur qui a le plus de montées en Ligue 1, le record de montées en Ligue 1. Donc voilà, c'est un personnage assez atypique, parce que c'est quelqu'un qui connaît énormément le football, qui est un formateur, qui est un éducateur, qui est là pour construire des projets sportifs à long terme qui sont souvent très efficaces, et on l'a encore vu avec Auxerre là, puisqu'il reprend le club en 2019. Et ça a été d'une efficacité rare, et surtout dans le discours, on sent qu'il y a une approche qui est différente, que ce soit dans le foot mais aussi en dehors du foot. C'est quelqu'un qui est très très cultivé, qui va très régulièrement lire. Il s'entoure de personnes qui connaissent aussi d'autres domaines sportifs. Je le dis parce que on a essayé de contacter sa femme qui s'appelle Cécile Traverse, qui est elle spécialiste en préparation mentale. Donc voilà, c'est aussi d'autres domaines qui bossent, qui intervient auprès de certains joueurs. Ouais, mais pas forcément pas directement avec le club. Voilà. Mais voilà, c'est quelqu'un qui connaît énormément le football, et c'est probablement un très grand monsieur de notre championnat. Ouais, j'espère juste que, moi c'est un des entraîneurs que je préfère, et déjà avant qu'il vienne à la JOCR, c'est un entraîneur assez formidable. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est un ancien défenseur, on le disait, joueur plutôt énigmatique de Ligue 1, Ligue 2, mais qui est un défenseur plutôt rugueux. Donc quand on voit les stats du beau jeu qu'il est devenu, c'est assez drôle. Et il commence comme éducateur à Libourne, parce que c'est un mec qui est du sud-ouest et qui a pas mal tourné, il a été formé aux Girondins de Bordeaux. Il commence à Libourne en tant qu'éducateur. Finalement, il reprend l'équipe 1 à la fin des années 90. Et là, il va déjà sortir des joueurs qui vont atteindre l'équipe de France. À ce moment-là, à Libourne, il a notamment Mathieu Chalmé, un peu plus tard Mathieu Valbuena aussi. Donc, ce que je trouve aussi intéressant pour ceux qui connaissent moins Jean-Marc Furlan, c'est que c'est un mec qui réfléchit le jeu, ouais, et qui en plus l'applique à son jeu. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais des fois on a des mecs qui réfléchissent le jeu, etc. Une fois arrivé dans le concret, il n'y a plus rien. Attendez, j'envoie un texto à Bruno Irles. Et ce que je veux dire, c'est que lui, non seulement il est passionnant dans ses entretiens, il y en a plein sur internet, vous pouvez en trouver, il y a plein d'entretiens avec le Winamax FC qui va changer. Ouais, exactement, et ça c'est là que je pensais notamment, mais il y en a plein d'autres, il rechigne pas à parler de jeu, etc. Et en plus, à chaque fois, moi je me rappelle de son Estac à l'époque qui jouait super bien au foot. Il arrive avec pas des bouts de bois, mais avec des joueurs très moyens à faire des animations super. Moi j'avoue que cette année, tu vois, au Serge, j'ai surtout regardé le barrage contre Saint-Etienne. Il y a déjà plus d'idées de jeu que Saint-Etienne. Et encore, franchement, les matchs contre Saint-Etienne sont. Les mecs sont bouillis parce qu'ils ont quand même joué 44 matchs sur toute la saison. La saison en Ligue 2 a été monstrueuse en termes de qualité de jeu. Juste pour revenir un petit peu sur son parcours, du coup, il commence à Libourne, donc dans le monde amateur, il les envoie de la CFA2 à la nationale. Là, il est repéré par l'Estac, donc 3, qui lui propose de venir. Première saison en Ligue 2, il monte, donc c'est la première de ses 5 montées. Et c'est le début de son histoire d'amour avec l'Estac. Il les maintient 2 saisons. On a dit qu'il avait le record de montées. Ouais. 5 montées. Donc, première saison dans le monde professionnel, c'est en Ligue 2 avec l'Estac, il monte. Il reste 2 saisons en Ligue 1. Là, comme partout en fait où il est passé, il commence à faire éclore des joueurs qui vont finalement marquer un petit peu la Ligue 1. Il y a Damien Perkis, Benjamin Nivet qui commence avec lui, mais il y a surtout Bafé Gomis et Matuidi. Bafé Gomis qui est prêté, mais il fait sortir Matuidi du centre de formation de Troyes. Djibril Sidibé aussi en tant que champion du monde. Djibril Sidibé, c'est sur sa montée de 2011-2012, ouais. Donc du coup il est viré en 2007 parce que le club descend. Bon, il passe par Strasbourg et Nantes, c'est pas une immense réussite. Et là il revient à Troyes. Oublié Nantes. Ouais, je crois qu'il fait genre même pas 15 matchs. J'aurais adoré être une petite souris et avoir les discussions Kita Furlan. Ouais. Je pense que c'est ce qui a beaucoup joué aujourd'hui quand on reviendra sur le reste de sa carrière. C'est un moment qui a dû beaucoup jouer dans ses choix de carrière. Mais donc bref, il revient à Troyes en 2010. Il sauve le club qui était en mauvaise posture. La saison d'après, il monte. C'est là notamment qu'il y a la génération Djibril Sidibé, Obadi qu'on avait vu aussi du côté de Monaco après. Il redescend dans la foulée. Il va cette fois-ci rester au club. Il est refait monter en 2014-2015 avec un titre de champion.
Et au final, sur ces 3 premières montées-là, il est déjà 2 fois meilleur coach de deuxième division, ce qui est assez énorme. Et il a une saison 2015-2016 qui est assez compliquée parce qu'il refait monter 3, donc la saison d'avant. 3 des gros problèmes avec la DNCG, ils sont interdits de recrutement. Sportivement, ça se passe mal, il n'y a aucune victoire jusqu'en décembre. Et d'un commun accord avec le club, il préfère partir, il ne demande même pas d'indemnité. Parce qu'il sait que le club est en galère et qu'il a un vrai lien avec surtout le club. Surtout qu'on le redit, il fait tout ça à chaque fois avec vraiment... en faisant éclore des joueurs, en proposant un jeu et avec un basé discours sur la surtout. possession, etc., avec un discours super intéressant. Moi je trouve que c'est le discours, mais que ce soit même dans l'approche par rapport aux spectateurs, aux consommateurs qui vient au match, qui vient pour regarder du football. Il y a toute une approche de réflexion par rapport au jeu, par rapport à ce que représente le football pour les supporters, qui est vraiment vraiment intéressante chez ce mec-là. C'est une petite parenthèse, mais avant même la montée, avant même qu'il vienne à Auxerre, je pense que c'est le coach français que j'aimerais le plus inviter, si un jour on aura le privilège d'inviter des coachs dans une de nos émissions, parce que c'est effectivement un mec qui, tu le disais, qui pense le jeu et qui applique le jeu, mais c'est aussi un mec qui a une vision sur le foot qui est assez extraordinaire. Mais je pense qu'il colle assez bien avec ce qu'on essaye de faire à 11e art et avec nos valeurs, avec notre vision du foot. Exactement. Mais bref, du coup... En vrai, on a choisi cette émission pour Jean-Marc Furlan, pas pour les goûts de flow, faut savoir. Alors, il y a très très joueurs. Ragnick de Bourgogne. Il y a très beaux joueurs. Mais du coup, donc, il part à 3 là, donc c'est après sa 3e montée, il y a début de saison compliqué en Ligue 1. Et là, il va à Brest en 2016. Il est nommé parce qu'il y a un nouveau propriétaire qui est Denis Le Saint qui reprend le club, notamment Grégory Lorenzi comme directeur sportif. Ces 2 premières saisons, il joue la montée sans finalement réussir à l'obtenir. Et c'est au final la 3e saison, donc en 2018-2019, que Brest finit 2e, monte en Ligue 1, ce qui était alors un petit exploit aussi. Bah oui. Notamment, il fait revenir Charbonnier à Brest, qui lui avait beaucoup plu. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'à nouveau, il va quitter le club très vite. Là, pour le coup, il joue même pas en Ligue 1. Là, il quitte le club au niveau de la montée. Moi, je me rappelle que ça m'avait surpris à l'époque. Et du coup, je me rappelle même que il y avait des mauvaises langues et des grands connaisseurs du foot qui étaient là à dire que finalement Furlan était qu'un coach de Ligue 2, qu'il avait peur de la Ligue 1, qu'il n'arriverait pas à s'imposer en Ligue 1. Lui-même avait eu des discours en fait sur la Ligue 1 où il estime qu'en Ligue 1, en fait il ne dit pas qu'il ne veut pas entraîner en Ligue 1, bien au contraire, il dit juste qu'en Ligue 1 on n'a pas le temps, il y a la pression qui est trop importante, il y a le résultat, et souvent quand on est une petite équipe qui vient de monter, on joue plus pour défendre que pour attaquer. Et c'est en ça que lui se retrouve mieux dans la Ligue 2. Maintenant, il a jamais dit qu'il voulait pas entraîner en Ligue 1. Ce qui se passe en réalité, c'est que les dirigeants brestois lui filent après la montée seulement 1 an de contrat. Ce qui pour un mec qui vient de monter est plutôt assez dur. Et au final, les supporters ont même plutôt pris à l'époque fait cause pour lui. Après, au final, Brest a quand même réussi avec Dalloglio qui s'inscrivait aussi dans une logique sportive à peu près similaire, mais lui a assez mal vécu cette proposition de seulement 1 an de contrat après la montée de la part des dirigeants brestois. Et donc c'est ensuite qu'il arrive à Auxerre. Ouais, c'est ensuite qu'il arrive à Auxerre. Donc toi qui suis Auxerre depuis 2019. Toujours, est-ce que tu as senti dès son arrivée un vrai changement tactique dans le jeu, etc., ou ça a été plus un peu au long cours? Non, il y a eu un changement tactique. Déjà, j'ai regardé une stat sur les 3 premières saisons, enfin sur ces 3 saisons, parce que là il vient de finir sa 3e saison avec Auxerre. Les 3 fois, Auxerre est dans le top 3 en termes de possession, avec à chaque fois plus de 56% de possession de balle. Donc voilà, il y a directement cette patte qui mise. Il va, au fur et à mesure des années, faire venir des joueurs que lui connaît et que lui veut faire venir. Maintenant, il y a un truc qui est assez particulier avec le club d'Auxerre et dans lequel Jean-Marc Furlan a remis beaucoup d'espoir. C'est qu'Auxerre, en fait, on disait, c'est une ville de 35 000 habitants qui dépendait de Giroud d'un point de vue sportif. Mais du coup, c'est une ville qui, pendant 32 ans, s'est habituée à jouer la Ligue 1, qui s'est même habituée à jouer la Coupe d'Europe, voire la Ligue des Champions. Et pour qui c'était pas normal de ne plus être en Ligue 1. Donc il y avait toujours cette pression pendant 10 ans de se dire il faut remonter la saison prochaine, c'est pas normal qu'Auxerre soit à cette place. Et l'arrivée de James Zou et surtout de Jean-Marc Furlan 3 ans plus tard a permis de redonner un petit peu cet espoir de se dire là on a un vrai projet sportif, on a un mec qui est habitué à faire des montées, on prend pas un coach juste pour une sorte de on comprend pas trop pourquoi il est là. Et en plus ça colle avec le côté formation et histoire de la JOCR. Donc il y a tout de suite eu un impact. Ce qui fait vraiment la différence, c'est au final ces recrutements de joueurs brestois. C'est-à-dire que lui il arrive en 2019 et au final au bout de 2 ans il fait venir 5 ou 6 anciens brestois. Du coup à la limite on va peut-être y aller. Ouais. On va peut-être y passer sur cette équipe qui a œuvré pour la remontée de la GA en Ligue 1. Est-ce que tu peux nous parler c'est vraiment comme a dit Alex par texto cet après-midi, c'est vraiment un one man flow. Ouais. Non, mais sur Auxerre, c'est un grand format mais c'est bien, c'est la fin de saison. Il y a les yeux qui pétillent. Régale-toi Flo. Franchement c'est l'ascension d'un homme aussi parce que moi l'année dernière je me rappelle on a fait une émission sur Manchester United, il était au fond du trou. Il était au fond du trou et là il pétille. On l'a retrouvé, c'est quand même exceptionnel quoi. Comme du Crémant de Bourgogne. Autant que du Crémant de Bourgogne. Non mais c'est bien que tu te fasses un peu plaisir aussi, c'est la fin de saison. Regarde, on va mettre des mots clés pour la
pour l'équipe. Gauthier Hein, Flo. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là 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 là. Il est rentré dans le top 10 des personnalités préférées de l'année là. Ouais, et top 1 des personnalités avec les cheveux bleus. Ouais, exact. Et ouais, alors ouais, ça c'est assez fou, c'est très beau d'ailleurs. J'ai Juste failli après faire. DJ Snake. Juste après DJ Snake, ouais. Non, allez, parlons un peu de ce groupe-là parce que c'est intéressant aussi. Alors, c'est certainement une volonté de Furlan, mais j'ai l'impression qu'on a quand même un savant mélange entre des mecs sur le retour, des vétérans pour encadrer un peu tout ça, des jeunes plutôt prometteurs. Mais après, tu me dis si je me gourre, Flo, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait genre des énormes pépites où on se dit waouh, lui c'est un crack de 21 ans. Ouais, je vais laisser Val. Ah, j'ai le droit de parler. Ouais, vas-y. Non, j'avoue que ne pas avoir regardé autant de matchs que toi cette saison, mais il y a quand même. Qu'est-ce que t'en penses, Flo, par exemple? Mais il y a quand même des petits joueurs qui ressortent. Alors des individualités qui ressortent de cet effectif. Tu l'as parlé, la reconversion de Gaëtan Charbonnier, qui à la base est un pur numéro 9, qui désormais s'amuse à jouer 10, voire même 8 sur certaines phases de jeu. Il revient. Le mec est Giroud et Griezmann dans les mêmes actions. Ouais, non, mais vraiment, il y a des moments, il y a des phases, on dirait Pjanic, il redescend devant la défense, il lâche des transversales de 30 mètres qui sont. Mais en vrai, si vous regardez les matchs de Giroud à Milan, il joue un peu comme Giroud en fait. À la différence que Charbonnier, dans le temps additionnel contre Saint-Etienne au retour, lâche un tac défensif monstrueux. S'il n'y a pas de retour, il y a probablement un but. Il pétille. Vous avez vu quand il pétille? Il est magnifique. Non, à côté de ça, tu parlais justement de ce mélange entre joueurs d'expérience et jeunes. Il y a deux joueurs qu'on pourrait considérer comme des vrais meneurs de jeu, qui sont Mathias Autré de 31 ans et évidemment le petit Gauthier Hein, qui alors pas tout jeune, qui a 25 ans quand même, mais qui représente. Qui était annoncé Gauthier Hein quand nous on l'a vu éclore comme un vrai crack et qui s'est un peu perdu, peut-être lancé trop jeune, et là qui a l'air d'avoir trouvé une seconde jeunesse. Voilà, c'est les deux numéros 10 et on voit vraiment les deux types de joueurs complètement différents, mais qui viennent tout au long de la saison apporter leur il y a leur apport statistique, mais dans le jeu aussi ils sont très importants. Donc Gauthier voilà, il était impressionnant, il est impressionnant quand même. Ouais, techniquement, il a été un peu plus en difficulté à partir des playoffs et des barrages, mais il a fait une saison monstrueuse. Techniquement, il est je crois qu'il est à 11 buts, 7 passes. Très très fort. Plutôt costaud. Voilà. Et ça c'est les trois joueurs, moi, que en tant que observateur extérieur, comment lointain, un petit peu lointain, extérieur en tout cas, j'ai le plus retenu pendant la saison. Après je vais laisser Flo évidemment finir de nous raconter les 27 autres joueurs de l'effectif qui va vous détailler telle une bio Wikipédia. Non, allez, asseyez-vous, vous avez 4 heures. Alors Alexis Trouillet. Alexis Trouillet, formé au Stade Rennais. Exactement. Non, ce que disait Val, bon joueur de foot. Val parlait de Charbonnier et d'Autré. Qui sont des joueurs extrêmement importants dans le dispositif, mais aussi dans le vestiaire. Furlan s'est beaucoup appuyé, c'est ce qu'il a fait au final dans quasiment tous ses clubs, sur des mecs qu'il a recrutés. Je crois qu'aujourd'hui il y a 6 anciens Brestois, dont 5 qui ont joué sous Jean-Marc Furlan. Donc il a fait venir Autré, Charbonnier, il a fait venir Coef aussi, qui avait été un joueur assez important en défense. Surtout. Ouais, exactement. Quentin Bernard qui est le latéral gauche actuel, et Donovan Léon. Alors Donovan Léon, il avait été formé par Auxerre, il a commencé à jouer à Auxerre, il est parti à Brest sous Furlan et Furlan l'a fait revenir à Auxerre. Donc un peu particulier. Donc tout ça, c'est aussi des joueurs qui sont assez importants, notamment Quentin Bernard dans le groupe. Moi, il y a 2 autres joueurs dont je voudrais parler. C'est Birama Touré qui est le capitaine, qui est là depuis 2017 si je dis pas de bêtises. Il est devenu progressivement le capitaine, et surtout aujourd'hui sous Furlan, il a un rôle mais en gros, Furlan joue dans une sorte, si on simplifie un peu, de 4-1-4-1, avec un seul phare devant la défense qui est Birama Touré. Alors tous les joueurs font énormément d'efforts. Là-dessus, il n'y a pas de... Tous les joueurs se replient, il y a un travail défensif de tous qui est monstrueux. On parlait du tag de Charbonnier contre Saint-Étienne, mais vraiment Birama Touré est quand même le seul devant la défense à protéger ces 4 défenseurs, parce qu'autour de lui on a donc Autré, Hein, Charbonnier, et l'autre joueur dont je voulais parler c'est Hamza Saki. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Lui c'est un petit bonbon aussi quand même. Ouais, mais lui c'est pareil, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a pas de club de Ligue 1. Alors j'en suis très heureux, mais qui sont pas venus chercher plus vite, parce que c'est un joueur, c'est un 8 très technique, mais qui joue assez bas, qui a un gros volume de jeu et qui a surtout une qualité de passe, une qualité de frappe et une vision du jeu qui est assez importante, qui est très facile aussi dans les petits périmètres. Il a déjà 25 ans en fait, lui, je le voyais plus jeune que ça. Non, ça fait un petit bout de temps qu'il est 26 même. Qu'il est du côté d'Auxerre, donc il y a pas de. Il est né en juillet. Il y a pas de. 26 aujourd'hui. Il est très bon. Et après, je pense que l'axe de progression pour la saison en Ligue 1, ça sera les latéraux. Que ce soit Arcus à droite ou Quentin Bernard à gauche. Par contre, il y a une défense centrale qui est assez solide avec Coef qui s'est fait sauter par Pelnard et surtout Joubal. C'est ce que j'allais dire. Défenseur. Joubal, il est impressionnant.
Défenseur brésilien, mais il est monstrueux. Je vois que sur Twitter, il y a une vague de supporters de la GIA pour le prolonger à tout prix. Très Ouais, non, là, vite. on est sur du Joubal président. C'est assez ouf. En barrage, il a été énorme. Ouais, il a été énorme. Tu me dis quand je coupe le micro de Flo. Hein. Il a été assez énorme Ouais. et je pense que ça sera une saison très compliquée la saison prochaine en Ligue 1, notamment avec les 4 descentes. Mais il y a un axe autour d'Auxerre qui fait que les joueurs majeurs, s'ils restent, ça peut rester très intéressant. On va voir aussi comment il se renforce. Ouais. Peut-être que Furlan aussi, qui a de l'affect avec certains joueurs, il va réussir à ramener des joueurs d'expérience. Peut-être qu'il y aura un recrutement assez malin. Pour finir, les gars, comme on le fait à chaque fois avec toutes les équipes, même si c'est vrai que là on a pris beaucoup de temps, on vous a fait une émission Maxi Best of. Je vais vous demander un peu comment vous voyez. Flo, tu as déjà commencé un peu à embrayer la future saison en Ligue 1 d'Auxerre. Ça va quand même être assez galère, même s'il y a Furlan, même s'il y a des cadres. Comme tu dis, il y a des cadres quand même vieillissants, Charbonnier, Autrey. Est-ce qu'ils vont réussir à garder les Gauthier, etc. Comment tu vois ça? Ce qui me fait peur, c'est les 4 descentes. L'avantage, c'est qu'il y a un groupe. Faut peut-être expliquer ça l'année prochaine, du coup, comme Ouais. on va passer une Ligue 1 à 18 en 2023-2024. Du Exactement. coup, il y aura 2 descentes supplémentaires. Donc voilà, 4 descentes potentielles, donc potentiellement encore plus de chances de descendre. Alors, je sais pas du coup s'il y en a un seul qui va en barrage sur les 4 Je ne ou s'il y sais en a pas. 2, faudrait voir. Bonne Mais question. bref, c'est un truc qui me fait un peu peur parce que ça va être compliqué. Là où je suis rassuré, c'est que je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui vont partir. Je trouve que c'est une équipe qui a un vécu avec pas mal de joueurs qui sont revanchards, qui ont un léger vécu en Ligue 1, mais du coup qui vont revenir avec les dents en mode on connaît, on sait ce que c'est et on sait peut-être aussi comment rester. Furlan a aussi ce côté-là où il a comme pas mal connu de clubs qui montaient en Ligue 1, donc il sait aussi le taf qu'il y a à faire. Ouais, ça va quand même beaucoup dépendre du. C'est assez compliqué. On voit quand même malheureusement assez rarement des équipes qui proposent beaucoup de jeux se maintenir en Ligue 1. Ça a notamment été le cas souvent pour Furlan. J'espère que ça le fera, mais je suis pas persuadé. C'est marrant parce qu'en fonction même du film de la saison où ils arrachent un peu le barrage, etc., même s'ils font une très bonne saison, j'ai l'impression qu'on a un truc un peu similaire avec la remontée de Schalke, tu vois, en tant que club historique, avec mine de rien quand même un effectif très division 2, Ouais. donc un peu tout à rebâtir et avec certainement une saison de Ligue 1 qui arrive qui va être très compliquée. Ouais, sauf qu'à la différence de Schalke, il y a quand même un vrai projet derrière. Oui, bien sûr. Enfin, un Non, vrai mais projet je de parle- jeu avec Jean-Marc Furlan. Oui, quoi. bien sûr, je parlais plus du côté en termes d'effectifs et en termes de film de saison. Après, j'ai envie de te dire, pour avoir un peu d'espoir, il n'y a pas d'énormes joueurs qu'on connaissait, ni un mercato de dingue à Clermont. À Clermont, et, non. Et Clermont, il y avait une idée de jeu avec un mec comme Gastien et ça a tenu. Hein. Bon, c'est pas facile, mais ça a tenu. Toi, Val, tu vois ça comment pour la GIA l'an prochain? Sur le projet et la façon de jouer en tant que tel, je pense que Flo a tout dit. Du coup, je vais me permettre de faire un petit point culture pour clôturer cet épisode sur la GIA. Tu as parlé dans ton introduction de ces fameuses cathédrales. Déjà, petit clin d'œil. Comment s'appelle la cathédrale d'Auxerre, Jules? La cathédrale d'Auxerre. Saint-Étienne d'Auxerre. Donc voilà la petite anecdote sur. Sachant que Saint-Etienne est un club adoré aussi de Flo. Oui, non mais par rapport au barrage surtout la Oui, petite. bien sûr, j'étais. Oh là là. Et bref, pour aller un petit peu plus loin dans l'anecdote, dans la création du club d'Auxerre, l'aspect religieux a eu un rôle assez important comme de nombreux clubs en France, puisque quand on remonte, il faut savoir que c'est un club qui a été créé au début du XXe siècle, et quand on remonte à cette époque-là, il y a énormément de clubs qui se sont créés via des appellations catholiques notamment, et ça d'origine contrôlée. Exactement. Et ça, c'est arrivé à un moment où il y a eu cette fameuse loi de la séparation de l'État et de l'Église, de l'Église et de l'État, pardon. Et c'est pour ça, comme la loi l'interdisait, d'avoir une consonance religieuse dans son nom, ils ont changé le nom. Cette anecdote, on dirait les 10 ans de Auxerre en Ligue 2. C'est long. C'est devenu la GOCR et Voilà. pour rendre. L'association des Pour, jeunesses garder, auxerroises. voilà, pour rendre hommage justement à l'histoire de ce club et au créateur de ce club, l'abbé Deschamps, l'abbé Ernest Deschamps, ils ont gardé le nom du stade. Ce qui me permet de répondre enfin à ta question, puisque il faut savoir que quand même Auxerre est un des seuls clubs en France qui possède son stade. C'est une source de revenus très importante et qui permettra donc Qui au n'est club. pas exactement le même outil connecté Non, que Jean-Michel. Mais, non, pas exactement. Mais en tout cas, détenir un outil imbibé. détenir son de club, chaque- détenir son stade aujourd'hui en Oui, c'est un France, vrai c'est un vrai atout. C'est assez rare. Il y en a que 6 clubs en France qui ont leur stade. Dont 2 qui montent. Voilà. Ajaccio et Auxerre. Ouais, exactement. Est-ce que vous avez senti dans la voix de Val cette détresse de se dire bon, je peux pas parler foot, donc je vais aller me renseigner sur la ville. Il connaît Non, toute la mais- ville d'Auxerre parce et- qu'il sait il pouvait rien dire sur le foot vu que Flo était là. Et en vrai, j'ai triché parce qu'en plus, je suis tombé sur l'after de ce soir, donc on enregistre le 7 juin, Ah oui, ils ont fait un- dans lequel Nicolas Villas vient présenter un petit peu son bouquin et vient Ah ouais. faire toute une émission, tout un truc là-dessus que je recommande fortement. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez écouter des anecdotes avec des mecs qui bégayent beaucoup moins que moi, ce sera beaucoup mieux Ouais, fait mais par une Nicolas belle
Milas, une belle anecdote quand même sur le stade L'Abbé Deschamps. C'est dommage qu'il l'ait pas gardé Ernest. C'était classe, l'Abbé Ernest Deschamps. Ouais. Ça me fait penser qu'il connaissait peut-être. Ça aurait fait marrer Messi quand il serait arrivé au stade de l'Abbé Ernest allez, on va Deschamps. s'arrêter là. Michael Chrétien à Nancy. Allez, à toutes. Juste petit truc à rajouter, mine de rien. On va devoir s'arrêter, Flo, un moment, parce que là il fait nuit, les gens ferment, les gens dorment. Juste pour noter qu'Auxerre est, avec l'instauration des barrages et des playoffs, la première équipe de Ligue 2 à monter avec ce système. Faux. Il y a eu le premier avec mais 3. c'était à l'époque où il n'y avait pas de playoff. C'était juste un barrage entre le 3e contre le 18e. Oui, bon alors là, il n'y avait pas deux matchs, il n'y avait pas 3 matchs à jouer. Il y en avait c'est aussi les seuls qui sont montés avec un barrage contre Saint-Etienne en 2021. Donc 2022. Bon les gars, merci. On a fait un petit peu long. Mais il fallait on coupera les anecdotes de Flo au montage. Ouais, il fallait quand même faire plaisir à Flo. Et puis en vrai, c'est quand même un club historique qui remonte. C'est un événement. C'est vrai que c'est un peu passé sous silence avec les événements de Saint-Etienne, etc. Mais c'est quand même très important d'en parler. En vrai, c'est cool. Même moi, j'ai appris des trucs alors que j'en sais tellement à la base. Et donc les gars, merci. Je suis sûr que tout le monde va se faire un kiff de les regarder l'an prochain. On espère que Furlan va rester, qu'il va pas se barrer cet été. On sait jamais. Non, a priori, c'est bon. Que Auxerre va faire un bon recrutement, qu'ils vont tenir, et en tout cas ça va être sympa à voir l'an prochain en Ligue 1. Tu conclus là ou on s'arrête jamais? Ouais, je conclus, ouais. Excuse-moi de prendre 2 minutes de parole dans votre discussion. Dans le monologue de Flo, donc maintenant je passe à vos chroniques que vous n'avez pas préparées, donc on va faire ce qu'on fait de temps en temps, donc des petites intros super précises sur vos chroniques. Alors on commence, alors Val, tu vas nous parler de... Ah bah super. Et oui, bravo Jules pour ce magnifique lancement. On en profite au passage pour féliciter la magie du montage qui permet à nos auditeurs de traverser les espaces-temps sans même s'en rendre compte. L'avantage de tout ça, c'est que moi, ça me laisse un petit peu plus de temps pour rédiger ma chronique et ça me permet de bégayer beaucoup moins que lorsque je fais des points culture à base de religion dans les émissions. Et oui, parce que j'ai décidé de vous proposer à nouveau un petit point culture dans cette chronique, mais attention, toujours avec le syndrome de l'imposteur. Parce que je me suis essentiellement inspiré d'un article pour rédiger cette chronique. En effet, j'ai été faire un tour sur le site du magazine Caviar, qui est un excellent magazine, soit dit en passant. Et je suis tombé sur l'excellent article de Luca Alves Murillo sur le football marseillais et son rapport à l'immigration. Le sujet de l'immigration étant un sujet qui a égrené le débat public pendant l'élection présidentielle et souvent avec des récupérations politiques assez catastrophiques de la part de l'extrême droite, je me suis dit qu'il était assez pertinent de rappeler à quel point l'immigration est surtout une forme de richesse qui bénéficie énormément aussi au monde du football. Alors on parle souvent d'identité de club, nous, dans Poteau Carré, et c'est encore une fois vers ce sujet que je veux aller. Je vous disais la dernière fois que l'identité d'un club de foot, c'est un centre de formation, c'est des supporters, c'est un président parfois, mais c'est aussi très souvent, qui plus est, dans une grande ville, l'identité de la ville que le club représente. Vous voyez où je veux en venir. Aujourd'hui, en France, il n'y a aucune ville qui se situe au niveau de Marseille en termes de cosmopolitisme. Il suffit d'observer par exemple la fameuse périphrase avec laquelle on définit la ville, la cité phocéenne. Ça, c'est une première référence à l'immigration de la ville, quand en 600 avant Jésus-Christ, la cité grecque, à l'époque, de Phocée vient coloniser la ville de Marseille et faire de cette ville l'une des plus attractives du bassin méditerranéen en construisant notamment son port. La communauté grecque a depuis petit à petit déserté la ville au profit d'autres communautés, mais l'empreinte laissée reste immense. On peut le voir notamment à travers le nom des journaux, par exemple le Phocéen. Journaux évidemment orientés sur l'Olympique de Marseille. Ces autres communautés, donc, qui vont d'ailleurs arriver petit à petit à Marseille à partir du 19e siècle, époque où les activités portuaires se développent énormément. Il y a à l'époque un besoin de main-d'œuvre qui est très fort, et du coup il y a une forte immigration italienne notamment qui va déverser sur la côte méditerranéenne, au point de persister et de représenter près de 15% de la population totale de la ville en 1935. À cette époque, on peut d'ailleurs citer les noms de Mario Zatelli et Laurent Di Lorto, qui vont respectivement gagner le championnat et la Coupe de France avec Marseille, et qui vont tous les deux être sélectionnés en équipe de France pour la Coupe du Monde 1938. Il faut évidemment préciser que ces deux jeunes hommes sont nés de parents italiens immigrés en France, à l'époque justement à Marseille. Au début du XXe siècle, dans les années 1920, il y a une forte communauté arménienne qui va fuir vers Marseille, le génocide orchestré par l'Empire ottoman. On retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui des traces de cette immigration, puisqu'il existe un club appelé l'Union Générale des Arméniens, qui joue en 6e division, qui est évidemment localisé à Marseille. Au passage, l'identité d'un club, c'est d'ailleurs aussi sa capacité à collaborer avec les clubs de sa région. Coucou l'Olympique Lyonnais, pour une fois que je peux faire référence à mon club de manière positive. Mais voilà, c'est aussi savoir s'entourer des clubs qui constituent sa région. On note évidemment aussi la forte immigration espagnole dans les années 1930, avec tous les Espagnols qui essaient de fuir le régime franquiste, qui se déplacent
en partie vers Marseille. Il y a aussi l'immigration corse. Et d'ailleurs, les Corses se sont longuement identifiés à l'OM avant l'arrivée dans le monde professionnel des clubs de Bastia et d'Ajaccio. Mais surtout, dans les années 1950, la très forte immigration maghrébine, qui est due à l'indépendance respective du Maroc et de la Tunisie en 1956 et de l'Algérie en 1962. L'OM avait d'ailleurs accueilli dans ses rangs un certain Ahmed Ben Balla, qui deviendra plus tard l'une des grandes figures du FLN, le Front de Libération Nationale de l'Algérie, et qui deviendra en 1962 le premier président de la République algérienne. Donc on peut voir évidemment les conséquences de cette immigration maghrébine à Marseille, qui aura joué un rôle immense dans la construction de l'identité de l'Olympique de Marseille, que ce soit à travers ses supporters, mais aussi à travers ses joueurs. Un exemple tout con, l'image qu'on retransmet de Zidane aujourd'hui, on l'associe directement au club alors qu'il n'y a jamais joué. Et on peut aussi prendre l'exemple de l'effervescence qu'il y a eu au moment de l'avènement de Samir Nasri, qui était un minot issu de l'immigration maghrébine. Voilà. Et enfin, on a beaucoup entendu parler pendant la CAN de l'immigration comorienne, qui fait aujourd'hui de Marseille la première ville comorienne en termes de population, devant la capitale Moroni. Voilà, finalement, tout ça pour dire que cette chronique était peut-être plus une chronique historico-démographique que footballistique, mais elle permet de comprendre comment un club comme l'OM s'est construit à travers le temps et à travers l'histoire et la richesse de l'immigration de sa ville. Merci beaucoup Val, c'était vraiment une super chronique. J'ai vraiment adoré ce que tu nous as proposé. Autant, j'ai une réaction sur la chronique de Val du coup. Ouais, qu'est-ce que tu voulais dire sur la chronique de Val, toi, Flo ? C'est bon. Ouais, belle réaction, très belle réaction. Val, tu as encore une fois éclairé notre lanterne. Alors toi Flo, une belle anecdote. Ouais. Une belle anecdote dans cette chronique. Enfin, vous le verrez, c'est à 2 minutes 12 dans la chronique. Elle est très sympathique cette anecdote. Alors je vous rassure, ça concerne pas l'abbé Deschamps. Sinon, c'est plus une chronique, c'est un livre écrit par Val. Allez, on t'écoute Flo. Et pour cette chronique, je voulais vous parler de Virgil van Dijk et surtout de son retour cette saison, un an après, on s'en souvient, sa terrible rupture des ligaments croisés du genou droit en octobre 2020 suite à une sortie kamikaze de Jordan Pickford à Goodison Park dans le célèbre derby de la Mersey. Une absence jusqu'à la fin de saison 2020-2021 qui venait pourtant tout juste de commencer et qui allait virer au calvaire pour Liverpool. En cause, les très nombreuses blessures dans l'effectif de Jürgen Klopp, obligeant le technicien allemand à aligner des charnières complètement expérimentales avec notamment Nathaniel Philippe et Ozan Kabak, qui jouent désormais respectivement à Bournemouth et Norwich, mais aussi en faisant redescendre Fabinho et Jordan Henderson dans l'axe de la défense pour pallier au trou dans l'effectif Scousers. Une saison finalement sauvée par un geste, un coup de tête miraculeux du gardien Alisson Becker sur la pelouse de West Bromwich Albion dans les derniers instants de la 36e journée, permettant alors à Liverpool de revenir définitivement dans les 4 premières places et valider ainsi sa qualification pour la Ligue des Champions. Et en voyant un an plus tard, ce 28 mai au Stade de France, Liverpool en finale de Ligue des Champions, justement contre le Real Madrid, on repose forcément à cette saison précédente compliquée, sauvée donc par l'ancien gardien de la Roma. Pourtant, devant Alisson se trouvait un joueur sur le terrain, et ce joueur c'est Virgil van Dijk. Lui qui, après avoir refusé de prendre le risque de jouer l'Euro en juin 2020, est revenu à la compétition dès la première journée de Premier League cette saison, au lendemain de sa prolongation d'ailleurs jusqu'en 2025, là où beaucoup de clubs auraient probablement hésité à prolonger un joueur de 30 ans qui venait d'être écarté des terrains pendant plus de 9 mois. Et pourtant, le retour du natif de Breda s'est fait sans le moindre accroc, comme si rien n'avait changé. Sportivement, son retour a métamorphosé la défense des Reds, passé de 42 buts encaissés en son absence à seulement 26 cette saison en Premier League. Grâce à son autorité et son sens tactique, les Reds jouent beaucoup plus haut sur le terrain. Et Liverpool est ainsi l'équipe des 5 grands championnats qui a provoqué le plus de hors-jeu cette saison devant Sassuolo et le Betis Séville. Un risque assumé par Klopp et surtout par Van Dijk, capable à lui tout seul d'anticiper et de revenir sur les attaquants qui auraient déjoué le piège du hors-jeu des Reds avant généralement d'exceller dans sa gestion des 1 contre 1, comme en témoigne une stat. Liverpool n'a pris cette saison en championnat qu'un seul but sur contre-attaque. Une qualité sur laquelle Jürgen Klopp appuie et insiste beaucoup. Lui qui déclare d'ailleurs que Virgil van Dijk rend à ses yeux le terrain plus étroit pour l'adversaire et qui permet aux hommes donc de Jürgen Klopp de jouer bien plus haut et d'être donc bien plus efficace dans le contre-pressing si cher aux techniciens allemands. Toujours aussi dur au contact mais propre dans les duels avec seulement 4 cartons jaunes récoltés sur la saison pour 51 matchs disputés, Van Dijk est aussi offensivement lui qui excelle dans le jeu long, on l'a vu notamment dans le dos de la défense ou en direction des ailes. Une arme qui avait au final énormément manqué la saison dernière pour lancer Salah, Mané, Alexander-Arnold ou Robertson. Une sérénité contagieuse également qui a permis à l'ensemble de l'effectif de se remettre dans le droit chemin. D'Alisson Becker, auteur d'une saison remarquable et qui a retrouvé la pleine confiance, à Alexander-Arnold, de nouveau virevoltant dans son couloir. Matip, qui aux côtés de son compère a retrouvé également son meilleur niveau.
ou encore et surtout l'intégration parfaite d'Ibou Konaté, auteur de 8 clean sheets en 17 matchs aux côtés du désormais mentor néerlandais, qu'il a d'ailleurs adoubé sur cette fin de saison, estimant qu'il était fou d'être aussi bon à son jeune âge. Le leadership de Van Dijk fut d'ailleurs un marqueur important du retour au premier plan de Liverpool cette saison, comme lors de la séance de tir au but de Carabao Cup face au Chelsea de Kepa Arrizabalaga, qui tenta, on s'en souvient, de déstabiliser Van Dijk en se décalant complètement sur son côté droit du but, alors que Van Dijk n'avait absolument pas bronché en voyant une mine qui avait frôlé les oreilles de Kepa Arrizabalaga, qui avait vraiment constitué une sorte de game changer pour cette finale de League Cup, mais aussi pour la finale de FA Cup qui a lieu finalement 2 mois et demi plus tard. Et au terme de la saison, une question s'est donc posée. Virgil van Dijk était-il de retour au même niveau qui était le sien avant sa blessure ? C'est-à-dire le niveau du meilleur défenseur central entre janvier 2018 et son arrivée sur les bords de la Mersey et sa grave blessure en octobre 2020. Un niveau stratosphérique ponctué par une Ligue des Champions, un titre de Première Ligue qui lui avait notamment permis de terminer 2e au classement du Ballon d'Or 2019, juste derrière l'éternel Léo Messi. Pour autant, avec ce doublé de coupe cette saison, une finale de C1 et une place de vice-champion d'Angleterre, un petit point derrière City, Van Dijk a retrouvé ses standards en intégrant le 11 type de la saison en Champions League et en Première Ligue. Certes, parfois moins impressionnant et impactant sur le terrain, il n'a cependant jamais semblé aussi influent sur le jeu et la sérénité des Reds. Car avec lui, c'est simple, Liverpool gagne 71% de ses matchs, contre seulement 56% en son absence. Quelle belle anecdote, Flo. Alors là, merci pour cette chronique qui était délicieuse, vraiment délicieuse. Je me suis régalé de cette chronique. Elle est super. Et puis maintenant, Alex, qui est là, qui est revenu, Alex. Donc Alex va nous faire une très très belle chronique également sur Ernest Abbé Deschamps, ouais. Voilà, qu'il a bien connu. Oui, ou peut-être Francis Leblé, enfin plein de trucs. Allez, vas-y Alex, régale-toi. Ouais, et Jules, j'ai bien compris qu'on t'oblige à trouver des lancements un peu chaotiques, mais d'un autre côté, je me dis que ça renforce ton versant créatif et je suis assez content de contribuer à ton élévation artistique. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'un autre artiste dans cette chronique, un joueur qui a complètement disparu des radars et c'est en grande partie de sa faute, mais qui reste un attaquant qui a joué un football absolument délicieux, et c'est Gareth Bale. Alors, certains sont peut-être passés à côté, mais le contrat de Bale avec le Real vient de se terminer et c'est un soulagement énorme du côté de Madrid. Son message d'adieu était d'ailleurs élégant, presque touchant, mais il faut voir ce qu'il a fait subir à l'institution Real Madrid après l'avoir tant de fois fait rêver. Alors, dans cette chronique, je me suis posé une question toute simple. Quelle trace il va laisser au club ? Je ne vais pas parler de Tottenham ni de son prêt pendant cette période. Moi, je suis vraiment concentré sur sa période au Real. Et finalement, la réponse, elle est assez complexe à trouver. Parler de Bale, d'abord, c'est souligner la rareté de ce joueur qui divise et qui fascine. Citez-moi, si vous le pouvez, un joueur qui, pour un même club, donc qui est resté, on parle juste de son passage dans un club, a pu être aussi incroyable et attachant pour finir mauvais, fatigant et un poids mort dans le vestiaire. Il y a plein d'exemples qui peuvent vous venir en tête assez vite parce que détester un joueur, ça fait partie du foot, c'est humain, c'est comme ça. On peut penser à Neymar par exemple, Flo, elle est pour toi celle-là. Mais est-ce que Neymar a déjà été aussi performant avec le PSG que Bale l'a été avec le Real ? J'en suis pas sûr. Et plus encore, Neymar a pas atteint ce statut de poids mort comme Bale sur ces dernières années. Parce que Bale, faut quand même savoir que c'est 5 matchs disputés cette année, c'est un prêt à Tottenham l'année dernière, c'est 19 matchs la saison d'avant, des blessures à répétition, et plus que ça, Bale, c'est des déclarations. En 2019, il explique qu'il est plus enthousiaste à l'idée de jouer avec le Pays de Galles qu'avec le Real. C'est une photo qui est restée dans l'histoire avec un drapeau où est écrit Pays de Galles, Golf, Real Madrid dans cet ordre. Parce que vous vous souvenez évidemment qu'on le taquinait beaucoup sur le golf et que lui-même, il passait plus de temps qu'à l'entraînement. C'est un refus de s'intégrer à une culture et à une ville alors qu'il est resté près de 9 ans là-bas. Et c'est même une vie en marge du vestiaire. Et pourtant, Bale, ce sont des moments uniques. Et je parle pas de Tottenham, hein. Je vous parle de son but de dingue en finale de Coupe du Roi contre le Barça. Je vous parle de son but en Ligue des Champions pour aller chercher la décima. Je vous parle de son retourné absolument extraordinaire contre Liverpool en finale de Ligue des Champions. C'est simple, Bale, c'est 4 Ligues des Champions, 2 championnats, parce que je compte pas de celui de cette année où il a presque pas joué, et
sportivement, ce qu'il a fait dans ce club, ça reste très très fort. Et comme je vous le disais en préambule, finalement, c'est vraiment difficile de répondre à cette question. Bale, c'est évidemment tout ça à la fois. Et en pensant à sa carrière, on se dit que ce gars-là a peut-être été écœuré du très haut niveau, a préféré le golf, à pas s'intégrer dans le vestiaire, à vivre un peu en marge. Et finalement, j'arrive pas à me sortir de la tête ce mélange de frustration et d'agacement dès que je pense à lui. Et puis je ferme les yeux et je revois sa magie. Peut-être que l'histoire se souviendra que de son palmarès et alors on dira qu'il était un géant. Mais moi, je préfère garder cette sensation en tête d'un grand qui aurait pu être un géant. Oh Alex, quelle belle chronique. Alors là, merci, on a encore appris plein de trucs, notamment cette histoire là avec les animaux. Enfin bref, c'était vraiment super. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux, notamment sur ces magnifiques chroniques, avec ces chroniqueurs très sérieux qui bossent les émissions. Voilà, faites-nous des petits retours, mine de rien, c'est quand même important pour qu'on progresse. Continuez à liker, à nous partager, nous aimer. C'est important pour notre santé mentale et pour la santé d'Alex tout court. Même si le printemps est un peu orageux, on essaye de continuer à apporter un peu de soleil. En attendant, soyez forts, plus que 2 mois sans foot, on va tenir. Allez, ciao.